Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau Fuji X-Alph parce que c'est une sortie quand même assez étonnante de la part de Fuji. Alors Fuji nous étonne toujours là, enfin toujours, en tout cas depuis la sortie d'ailleurs du moyen format, là, le 100 RF, on a de quoi quand même être surpris, alors en bien de manière générale, mais ça n'empêche pas quand même d'analyser un petit peu comme d'habitude le produit, à qui il est destiné, quelle est la cible, quelles sont quand même ses caractéristiques, et puis quel est son intérêt surtout, et puis le rapport qualité-prix de toute façon aussi, le placement prix tout au moins. Allons-y alors rapidement déjà pour... je trouve son avantage principal, moi, à ce boîtier, c'est sa compacité et son poids, parce qu'on nous a vendu un Fuji X106, voire le GX100 RF, comme des boîtiers compacts qu'on mettait quasiment dans la poche, quoi, d'une veste. Mais oui, bien sûr, un boîtier de je ne sais plus combien, 700 grammes pour l'un, et puis même le X106, il n'est pas si compact et si petit que ça, il ne rentre pas comme ça dans une poche, c'est une grosse blague, évidemment. Alors par contre, qui rentre dans des petits sacs ou autres, ça oui, bien sûr, évidemment. Mais là, ce nouveau Fuji, lui, on peut aller jusqu'à dire qu'il va quasiment rentrer dans une poche, ça dépend de la poche, vous allez me dire, en tout cas dans une petite pochette, alors ça c'est sûr, ou dans sa sacoche dans laquelle on a son portefeuille, ou un sac à main pour une dame qui est pas très gros, je veux dire, où il va rentrer sans problème. Il va se faire très compact et discret. Et ça, c'est son atout premier, et on va le voir par la suite, c'est dû bien sûr à son capteur 1 pouce. Voilà, alors tant qu'on parle de la taille et puis du poids, on va parler rapidement de l'ergonomie de ce boîtier. Alors l'ergonomie, c'est assez rapide, c'est-à-dire que, on va en reparler plus tard dans la vidéo, mais c'est la volonté d'avoir un boîtier le plus dépouillé possible. Donc il n'y a qu'une molette, c'est la correction d'exposition, c'est tout le reste passe par l'écran tactile. Donc on verra ce qui s'en dégage. Alors, du coup, maintenant on va parler du capteur. Le capteur, c'est nouveau chez Fuji, c'est un capteur 1 pouce. Alors, le capteur 1 pouce, il est tombé un petit peu, pas dans les oubliettes, dans les boîtiers, enfin plutôt les appareils photo compacts, parce qu'il a eu son heure de gloire, notamment avec Sony et Canon. Alors moi, par exemple, j'ai eu le Canon G7X, le premier, et c'était une merveille justement de compacité. Alors on verra que la différence, c'est que lui en plus il avait un zoom, alors que là on n'a qu'une focale fixe. Les Sony aussi, c'est la gamme, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est les compacts experts équivalents là, au Canon G7X chez Sony. Et du coup, que ce soit chez Canon ou Sony, cette gamme a été arrêtée déjà il y a un petit moment. Le G7X, je crois qu'on en était au Mark III. Chez Sony, je crois qu'on en était au Mark 7. Mais c'est des boîtiers depuis 4-5 ans qui n'ont pas eu de suite. Et donc du coup, parce que on va dire le smartphone a trop concurrencé finalement ce capteur 1 pouce quelque part. Et donc du coup Fuji le remet au goût du jour, en quelque sorte. Et donc c'est bienvenu encore une fois pour la compacité évidemment que ça permet d'apporter à l'appareil. Alors c'est un capteur 1 pouce avec ses avantages donc bien sûr en termes de compacité et ses défauts évidemment, on le sait, plus le capteur est petit, plus la montée du bruit et plus la dynamique en souffre par rapport à un capteur de taille plus grande. Et c'est certain que par rapport à ne serait-ce qu'un capteur micro 4 tiers, on va déjà avoir une différence, et par rapport à un capteur APS-C, il y a vraiment une différence, on ne parlera même pas d'un plein format, évidemment. Donc c'est un peu la limite de ce capteur. Alors maintenant quand même, depuis 4-5 ans, il y a aussi eu des progrès dans les processeurs, dans le traitement de l'image interne au boîtier, et donc sans doute qu'ils se débrouillent quand même pas mal, je veux dire, mais il ne faudra pas être trop souvent en vraiment très basse lumière avec ce boîtier, c'est sûr, surtout qu'il n'a pas de stabilisation en plus. Ça c'est pour le capteur.
Après, on va parler de l'objectif, bien sûr, qui est fixe, hein, monté sur ce boîtier. Donc c'est un équivalent de 32 mm. Alors, quitte à avoir une focale fixe, il faut être, c'est ça, entre 28 et 35, hein, il y a les deux écoles, 28 et 35, avec chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Là, Fuji a choisi de couper la poire en deux, 32 mm, bon, pourquoi pas. Hein. Après, c'est une focale fixe. Et là, justement, moi, c'est le premier truc qui me fait un peu tiquer, parce que moi, quand j'ai eu donc mon Canon G7X, il était aussi compact que ça, hein, franchement, de mémoire, et il avait un zoom, et pour ceux qui ne le savent pas, accrochez-vous, le zoom, c'était un équivalent 24-100 mm, ouverture, 1.8 à 24 mm, 2.8 à 100 mm. Un zoom alors, de bonne qualité, mais alors exceptionnel par le range et l'ouverture, hein, vraiment. Et là, bon, on n'a qu'une focale fixe, alors certes ouverte à 2.8, j'allais dire, heureusement, c'est le minimum quand même syndical sur un capteur 1 pouce, il me semble. Et c'est peut-être ça la plus grosse déception, de ne pas avoir casé quand même un zoom au moins équivalent en 24-70, quoi, tout au moins, sur ce boîtier. Bon, voilà. Alors, Fuji a quand même choisi de lui mettre une bague d'ouverture, hein, dessus, donc ça augmente un petit peu forcément le volume. Ils ont préféré lui mettre une bague d'ouverture plutôt que de garder cet espace pour faire peut-être un petit zoom, je sais pas. Bon, bref, c'est un choix, certes, mais je trouve que c'est un peu dommage quand on sait ce qu'il a existé. Et les Sony, hein, eux, ils avaient justement un équivalent 24-70. Ils ne poussaient pas à 100 mm comme le Canon, mais ils allaient à 70 et 70 de 8. Hein. Donc ça, c'est quand même une différence, je trouve, importante là dans ce boîtier. Un manque, je dirais surtout, important. Voilà pour l'objectif. Après, sa qualité optique, donc moi, après, d'après tous les tests que j'ai vus, ça va, mais c'est pas la folie. Hein. Donc ça va que le capteur, il fait que 18 mégapixels, on va en reparler, hein, juste après. Voilà, mais ça fait le taf, mais c'est pas dingue, quoi. Hein. C'est pas l'objectif de l'année, quoi, au niveau du piqué. Alors, revenons alors justement à la définition du capteur, hein, qui est derrière cet objectif, c'est à peu près 18 mégapixels. Alors, pour 18 mégapixels, franchement, ça suffit, hein, je pense largement. Sur un capteur 1 pouce, de toute façon, c'est difficile d'exiger beaucoup plus. Hein. Le Canon G7X notamment, ou son concurrent chez Sony, ils avaient un capteur 20 mégapixels, pardon, donc ouais, 18-20, hein, ça se tient. Ça permet quand même de certains recadrages, hein, mine de rien, hein, déjà, ou des très grands agrandissements. Par contre, n'espérez pas rattraper justement le manque de zoom du 32 mm, hein, avec d'un recadrage vraiment très fort, hein, parce que là, évidemment, ça passera pas avec 18 mégapixels. Bon. Voilà. Alors, ça c'est on va dire les éléments factuels. Donc, je l'ai dit, mais il n'a pas de stabilisation quand même, c'est à prendre en compte. Hein. On va évacuer très vite le volet vidéo parce qu'on sent bien que ce boîtier n'a pas été conçu pour la vidéo. On est sur la Full HD, format maxi, c'est la Full HD. Hein. Aujourd'hui en 2025. Sortir un appareil hybride, c'est un petit hybride quoi, hein, forcément, qui ne dépasse pas la Full HD, il faut oser quand même. Hein. Bon. Alors, une fois que tout ça est mis en place, on va parler du reste maintenant. Donc le reste, c'est la philosophie de ce boîtier. Hein. La philosophie, c'est déjà de coller à la mode actuelle, si tant est que ce soit une mode à suivre, qui est la mode du format des réseaux sociaux. Donc on le sait, le format des photos sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit Instagram, TikTok ou autre, c'est le format vertical. Ou à minima carré, hein, par exemple sur Instagram. Et c'est vrai que quand vous prenez beaucoup de photos avec votre hybride standard, qui a un format 10-15 allongé, hein, évidemment, quand elle est recadrée, que vous mettez vos photos sur Instagram, qu'elles sont recadrées en carré, voire carrément en vertical, c'est très frustrant. Hein. Donc il faut penser finalement à prendre tout le temps en vertical.
et vous n'avez pas forcément envie de prendre en vertical. Il y a beaucoup de photos qui n'ont pas lieu d'être en format vertical. C'est bien ça le truc. Alors, donc ce boîtier prend nativement, c'est-à-dire quand on le tient dans sa position naturelle, il prend des photos verticalement. Enfin, le rectangle est vertical. Bon, donc c'est pour coller aux réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est juste une mode ou est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas bien compris avant que les photos, en fait, c'est bien mieux en format vertical? Depuis que la photo existe, on prend beaucoup plus en format horizontal, mais en fait on n'avait sans doute rien compris. Alors je ne sais pas d'où ça vient le format vertical des réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait c'est bien, c'est naturel. Non, c'est parce que, vous voyez cet objet là, qui s'appelle un smartphone, en fait au départ c'est un téléphone le truc. Donc d'un point de vue physiologique, un téléphone, pour faire ceci, il faut qu'il soit en format vertical pour aller de l'oreille à la bouche en fait. Et puis après on s'est mis à mettre des appareils photo dans les smartphones, très bien, mais donc comme nativement on le tient comme ça, le smartphone, forcément on a commencé à faire beaucoup plus de photos avec les smartphones en format vertical que horizontal. C'est pas parce que c'est mieux, c'est parce que c'est comme ça avec un smartphone. Du coup, les plateformes comme Instagram ou autres se sont habituées à ce que les gens publient majoritairement dans ce format-là. C'est pas pour ça qu'on a forcément envie de faire de la photo dans ce format-là, le plus souvent en tout cas. Voilà, donc pour ce petit point, je sais, alors dites-moi dans les commentaires, il y en a qui seront sans doute pas d'accord, il n'y a pas de problème, on en débat si vous voulez. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Quand j'ai besoin de faire une photo verticale, je sais retourner mon appareil photo, là, pour le coup. Comme quand j'ai fait une photo avec mon smartphone et que j'ai envie qu'elle soit horizontale, je sais mettre mon smartphone à l'horizontale aussi. Bon, bref. Alors, du coup, c'est le choix de Fuji, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça sera plus, on va dire, natif pour les réseaux sociaux. Alors bon, c'est là que c'est le placement du boîtier qu'on peut un petit peu des fois pas trop comprendre. C'est pour détourner quelque part les gens du smartphone, parce que je veux dire sinon autant prendre un smartphone carrément quoi. Surtout que le capteur 1 pouce il va pas apporter beaucoup plus que en tout cas les meilleurs smartphones actuels qui ont des capteurs qui tendent vers le 1 pouce, voire certains smartphones haut de gamme ont un capteur 1 pouce. Alors c'est des gros smartphones par contre et c'est les plus chers certes. Mais enfin, même si vous prenez les derniers iPhone ou même les derniers Samsung haut de gamme, ils ont leur capteur principal en tout cas, se rapproche du 1 pouce. Et ils ont de tels algorithmes derrière que au niveau de la qualité d'image qui en sort, c'est pas très différent de ce Fuji a priori quand même. Bon, donc pour en revenir à ça, voilà, le fait de sortir un appareil quand même à 800 € comme celui-ci, c'est quand même a priori pour se démarquer du smartphone. Voire, j'allais dire, peut-être se démarquer aussi un peu de la mode des réseaux sociaux, parce qu'on va le voir, cet appareil il est pensé pour être utilisé en mode entre guillemets semi-argentique. En faisant comme en argentique, c'est-à-dire en prenant le temps de ne pas faire des photos à tout va et en prenant le temps de faire un beau cadrage, d'essayer d'équilibrer la lumière, de ne pas voir surtout le résultat à l'avance. Bon, est-ce que ça c'est très compatible avec la mode des réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr, mais bon, je me trompe peut-être aussi. Voilà, donc c'est ça l'esprit de ce Fuji. C'est pouvoir très rapidement mettre sur les réseaux sociaux, mais d'un autre côté pouvoir reprendre des photos tranquilles, très lentement et tout. Voilà.
Pour ce qui est de l'expérience de prise de vue, hein, du coup maintenant la Fuji, à part ce cadrage vertical qui se résume du coup à un écran vertical aussi derrière, hein, évidemment, et il est accompagné d'un deuxième petit écran, lui très vertical pour le coup. Alors c'est joli, hein. Là c'est vrai que par contre, bon, il a quelques fonctionnalités cet écran, mais sa fonctionnalité principale, c'est d'indiquer exactement comme on avait sur les appareils argentiques, il y avait une fenêtre comme ça, hein, et on avait sur un bandeau, on voyait quelle pellicule on avait dans l'appareil, quelle était sa sensibilité, hein, surtout, et puis quel type donc de pellicule c'était. Et donc là ils ont reproduit ça évidemment avec leur simulation de film, hein, qui équivaut à la pellicule, au type de pellicule qu'il y avait dans un appareil argentique. Donc c'est bien fait, là il faut reconnaître que c'est très bien fait. Par contre ça n'apporte rien de plus que dans les autres appareils Fuji, c'est les simulations de Fuji. D'ailleurs ils en ont même enlevé une ou deux par rapport aux autres boîtiers, hein. Donc c'est dire, voilà. Alors après il a un petit viseur optique aussi, alors attention, petit, hein, c'est pas le viseur haute précision, ça c'est sûr. Alors, on peut aussi viser avec l'écran principal bien sûr, hein, et on a quand même un petit viseur, c'est toujours mieux que rien, et surtout on va le voir, lui il est par contre indispensable en mode argentique parce qu'on y arrive quand même. Ce boîtier peut s'utiliser comme un boîtier argentique, c'est-à-dire on définit à l'avance le nombre de photos qu'on veut prendre, comme une pellicule, quoi, finalement, qu'on mettait avant dans le boîtier. On indique, alors ça c'est beaucoup plus discutable, le style d'image qu'on veut, quoi, la simulation. Alors évidemment, quand c'était une pellicule, on ne pouvait pas en changer en cours de route, hein, mais c'était bien un peu l'inconvénient d'ailleurs, justement, hein. Là, avoir aussi bloqué ce paramètre-là, c'est pas forcément très judicieux, quoi, hein. Bon, passons. Et donc, quand vous l'utilisez comme ça en argentique, vous ne pouvez pas voir la photo sur l'écran. Et puis, alors, ils ont poussé le truc jusqu'à mettre un levier d'armement. Alors là, comme sur les vieux argentiques, là, on parle des argentiques, pas les derniers qu'ils ont sortis, hein, c'est sûr, qui étaient motorisés quand même pour l'avancement de la pellicule. Là, carrément, il faut faire ce petit mouvement pour passer à la photo d'après. Ça doit être drôle 5 minutes, je pense qu'après on s'en lasse assez vite, hein, franchement. Bon, voilà. Et quand vous avez fini vos vues, eh ben, ce qui va remplacer d'aller chez le photographe amener votre pellicule pour le développement, c'est que vous allez tout envoyer à votre smartphone qui va vous sortir ce qu'on appelait avant la planche contact, hein, c'est-à-dire les négatifs sur une seule planche, quoi. Donc là vous aurez ça sur votre téléphone, bon, ok, et puis après évidemment vous pourrez choisir d'importer vraiment les images, de les télécharger, quoi, tout simplement, hein. Bon, voilà aussi, je pense que c'est drôle 5 minutes, et je pense qu'on doit assez vite s'en lasser. Et puis moi je vais vous dire franchement, hein, je fais partie de la génération qui a pris beaucoup de photos en argentique. Moi j'ai commencé très tôt la photo, hein, j'avais une quinzaine d'années, et j'ai eu la chance de pouvoir commencer avec un réflexe, hein, que je m'étais acheté d'occasion, puis après je m'en suis acheté un neuf assez vite, hein. À 20 ans j'avais un Nikon F801, pour ceux qui connaissent, donc j'ai quand même beaucoup pris de photos en argentique. Quand la photo numérique est arrivée, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai commencé par un petit compact, hein, c'était un Canon à l'époque, en 2004, hein, pour tout vous dire, un petit Canon A, je sais plus combien là. Ce qui était génial, c'est qu'il faisait de la vidéo par contre, et ça, vu qu'on pouvait l'emmener partout comme il était tout petit, pouvoir faire des petits clips, alors évidemment c'était pas de la grosse qualité du tout, mais même quand je les revois maintenant, c'est super, hein. Ça correspondait moi à l'époque où j'avais mes deux aînés qui étaient petits vraiment, et j'ai fait des super vidéos au ski, enfin dans des endroits où j'aurais jamais amené mon F801, quoi. Et puis il faisait aussi des photos, alors 3 mégapixels, hein, donc, et puis évidemment quand vous regardiez les photos sur un tirage papier, ouais, vous repreniez quand même très souvent votre réflexe argentique, bien sûr. N'empêche que le fait de pouvoir faire des photos sans forcément se dire ah, mince, celle-là je l'ai loupée, parce que
ça coûte un certain prix aussi quand même, hein, de faire développer les photos argentiques. Ça a été quand même une sacrée révolution. Et quand Nikon a sorti son D200 en fin 2005, moi j'ai tout de suite craqué pour cet appareil qui m'a accompagné après. Et là je peux vous dire que j'ai plus jamais pris mon réflexe argentique parce que les photos étaient superbes. Et puis la souplesse du numérique, j'ai même beaucoup appris avec ce boîtier parce que le fait de faire des erreurs et de pouvoir les corriger assez rapidement et tout, je veux dire, revenir là-dessus et dire ah bah non, maintenant on ne pourra plus voir ce qu'on a pris, pourquoi pas, c'est une philosophie, hein, mais franchement là aussi ça va être drôle 5 minutes et je peux vous dire que c'était pas le côté sympa de l'argentique, moi je trouve en tout cas. Bon, après, autant l'image qui est assez unique en argentique, ça c'est vrai, par contre il y a une espèce de modelé dans l'image qu'on n'arrive jamais à avoir avec une photo numérique. Alors ça pour le coup c'est vrai, mais on ne l'aura pas avec ce Fuji, c'est pas un appareil argentique je veux dire. Hein. Par contre mettre les contraintes de l'argentique pour faire un truc original, c'est un concept. Moi, ça n'engage que moi, c'est pas moi qui achèterais ça. Alors après, il y a le prix. Donc beaucoup ont dit, ouais, mais en plus 800 €, c'est n'importe quoi et tout. Bon là, honnêtement, je sais pas. Hein. Moi, quand j'avais acheté mon Canon, il coûtait je crois dans les 500-600 € le G7X déjà. C'était en 2015, hein, donc vous voyez, il coûterait, son descendant moderne coûterait 800 € aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors, mais encore une fois, la grosse différence, c'est que lui, il avait quand même un sacré zoom, hein, avec une très bonne ouverture que n'a pas du tout ce Fuji. Bon, c'est une autre philosophie, encore une fois. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Un produit très original. Maintenant, pour qui, pourquoi, je trouve qu'il est un peu bancal ce produit, mais ça n'engage que moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce sera avec plaisir, donc nous échangerons. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine vidéo.